Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct avec le chat pour pouvoir découvrir les spoilers de Star Wars Unlimited série 2. Ça y est, on a les premiers spoilers qui ont été révélés. On a vite fait le thème aussi du lore qui va être mis en avant. On sait que sur la série 1, c'était vraiment la première trilogie qui était vraiment mise en avant. Là, on a un autre thème dans l'univers étendu de Star Wars qui a été choisi. Ça va nous permettre de découvrir de nouveaux personnages et ça, c'est super cool. Et on a aussi surtout les deux leaders des decks préconstruits qui ont été révélés. On part directement sur le site starwarsunlimited.com pour aller suivre un petit peu tout ça et décrypter tout ça avec le chat et avec vous sur la vidéo YouTube. On commence par le pouce bleu, le partage et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager votre avis dans l'espace commentaire et dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Mon Instagram personnel, Val Labellecarte, Val_Labellecarte, ou alors le Instagram de Labellecarte, Labellecarte Pro sur Instagram. Vous avez aussi la capacité de nous soutenir directement en choisissant vos produits dans la gamme Ultimate Guard dans le lien affilié qui est en description. Merci à tous ceux qui l'utilisent, ça nous soutient évidemment. On est parti du coup sur Star Wars série 2 avec donc les deux nouveaux leaders qui ont été révélés, le Moff Gideon ici et The Mandalorian à droite, donc du coup qui reprend la fameuse série télé très connue actuellement. L'accent de cette série 2 en termes de lore est mis en avant sur le conflit entre l'Empire et l'Alliance Rebelle, comme tout le temps vous me direz, et place la bordure extérieure sur le devant de la scène en termes de zone géographique. Il y aura une énorme mise en avant des chasseurs de primes, ça colle entre guillemets au lore qui est poussé, et les deux decks préconstruits ont été révélés. Donc je vous le disais ici, le Moff Gideon, qui lui va être d'affinité commandement, donc l'affinité verte, avec notamment un surplus vilainie, infamie, je ne sais pas comment vous l'appelez, le côté obscur tout simplement. Son action, ça sera que attaquer avec des unités qui coûtent trop au moins. Quand tu l'engages, ça te permet d'attaquer avec une unité qui coûte trop au moins. Et si jamais l'unité attaquante... if it's attacking a unit... Ah oui, si jamais tu attaques une unité, pour cette attaque, ton unité gagne +1/+0. Donc j'ai l'impression que le Moff Gideon, c'est plutôt un leader un petit peu agressif qui va essayer de buffer tes unités, mais tes unités qui auront des costs assez bas. Donc un deck plutôt agressif. Effectivement, il s'appelle Gideon, comme dans Magic, c'est assez marrant. Le deuxième héros du deuxième préconstruit, c'est The Mandalorian, le héros tant attendu évidemment. Je pense que dès que Star Wars Unlimited a été annoncé, les gens voulaient voir ce personnage-là. Lui, quand il se déploie, pardonnez-moi, il gagne la capacité Overwhelm. Donc, Overwhelm, ça te permet, comme le piétinement à Magic, de infliger des dégâts à la base. Et ces dégâts, c'est le surplus que tu aurais une fois que tu as tué déjà une créature. Par exemple, si tu as 3 d'attaque et que tu attaques une unité qui a 1 de défense, bah, tu vas infliger 2 dégâts à la base adverse. Donc voilà, et tu continues en plus à donner +1/+0 à tes unités et l'Overwhelm. Donc tu vas pouvoir, tout en gérant le board de l'adversaire, faire des dégâts. Plutôt intéressante la carte Moff Gideon. On rappelle, c'est les héros de préconstruits pour l'instant. On a ici donc le Mandalorian qui lui dit que à chaque fois que tu joues une upgrade, et c'est pas limité à une fois par tour, hein, dès que tu joues une upgrade, donc une upgrade c'est comme un équipement à Magic, tu peux engager ce héros, et si tu le fais... Ah non, mais du coup c'est limité à une fois par tour. Parce que comme à chaque fois que tu joues une upgrade, tu dois l'engager, bah une fois qu'il est engagé, tu peux plus l'engager. Ok. Si jamais tu le fais, tu peux engager une unité ennemie qui a 4 de PV restant au moins. Donc ça veut dire que si l'unité ennemie elle a 6 de défense mais que tu lui as infligé 2 dégâts, tu peux l'engager. Et donc ça te permet évidemment de l'engager en l'engageant, d'éviter que cette unité t'attaque. Il se déploie dès que tu as 6 ressources en action épique. Et quand il est déployé, il est 4-7 pour 6. Et pareil, il a toujours le même effet. Quand tu joues une upgrade, donc à un équipement, tu peux engager une unité ennemie qui a 6 de PV au moins, cette fois-ci. Donc ça va tourner autour de la mécanique d'upgrade, ce qui est assez marrant. Hein. Ça permet de jouer donc, du coup, des équipements sur tes personnages qui vont disrupter les mécaniques de ton adversaire en engageant ces personnages. Vous avez ici, je vous mettrai le lien dans la description,
des petits paragraphes qui expliquent avec les cartes clés qu'on va décrypter tout à l'heure quel est le plan de jeu du deck globalement. Et on a un visuel qui tease donc du coup toute la série 2, qui, je le rappelle, même si je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo, sortira début juillet. J'ai eu vent de la date exacte, mais je ne sais pas si ça a été communiqué officiellement, donc je me garde l'info, mais sachez que ça sera début juillet pour la série 2. Et on voit ici des personnages que vous connaissez peut-être dans l'univers étendu, mais que moi je ne connais pas. Par contre, lui, je le reconnais bien à gauche, c'est notre ami du coup Dark Maul, qui je pense aura probablement son leader et son leader showcase. Je pense que les gens vont être assez chauds sur ce genre de carte-là. Tout le monde se demande si on aura un Dark Vador showcase dès la série 2. Je ne sais pas si Dark Vador est d'actualité dans cette temporalité-là. Moi, je ne suis pas un grand connaisseur de l'univers étendu de Star Wars. Donc, dites-moi dans le chat si l'univers de Mandalorian, la bordure extérieure, est propice à avoir le personnage de Dark Vador ou pas. 12 juillet, il y a une vidéo trailer qui l'annonce. Et ben voilà, comme ça au moins, c'est officiel, c'est le 12 juillet. Et effectivement, il y aura 3 sets par an et non pas 4, ce qui permet donc du coup effectivement de digérer, de prendre le temps et de se préparer aux nouvelles sorties. Un rythme un peu tranquille, ça fait plaisir. Donc ouais, parce que tout le monde se demande, est-ce que dans la série 2, parce que ça n'a pas été le cas dans la série 1, est-ce qu'on aura une showcase de Dark Vador ou peut-être même de Anakin? Je ne sais pas si l'univers s'y prête, donc n'hésitez pas à me dire ça. Pour le coup, ils ne l'ont pas fait dans la série 1, ce qui est assez étonnant. Je pense qu'ils le réservent vraiment en termes de... Ils voulaient créer une attente là-dessus, je pense, moi le premier. La showcase la plus demandée dans la série 1, c'était Boba Fett. On sait d'ailleurs que Jango Fett est prévu, puisqu'il y a une carte de la série 1 qui mentionne Jango Fett dans son reminder text. Et comme ici, l'accent va être mis sur les chasseurs de primes, on peut s'attendre aussi à Jango Fett en tant que leader, je pense. La bordure extérieure, c'est un peu les bas-fonds de la galaxie. Ok. Peut-être pas forcément propice à notre ami Dark Vador. Bon, en termes de lore, je suis un peu pipé. Hein. J'essaye de rattraper mon retard. Je suis en train de refaire les films, mais j'ai pas pu commencer les séries et j'ai pas lu les romans. Donc forcément, en termes de temporalité et de personnages supplémentaires, je sais pas forcément tout le temps les placer sur la timeline. On est parti maintenant. On va aller regarder les différentes cartes qui ont été révélées. La plupart sont des cartes qui seront liées au starter deck. Et puis je vous ferai une autre vidéo reveal sur les prochaines cartes de la série 2 dès qu'il y en aura. La première carte ici, c'est donc létalité calculée pour 4 en bleu et obscur. Vous pouvez éliminer une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Et pour chaque amélioration qui était sur cette unité, tu donnes un jeton expérience à une unité amie. Donc c'est assez marrant, ça va venir contrebalancer le plan du chasseur de primes The Mandalorian, qui lui va mettre des upgrades sur ses cartes. Et si jamais tu tues une carte qui était giga upgrade, et toi tu vas pouvoir mettre des jetons expérience et des marqueurs +1/+1 sur tes unités. Donc ça va être assez marrant. Le set, je ne l'ai pas dit, hein, excusez-moi, s'appelle l'ombre de la galaxie. Donc plutôt stylé. Qu'est-ce qu'on en pense de cette carte? Pour 4, on détruit une unité non leader qui coûte 3 ou moins. C'est régu, c'est clean. Et en plus de ça, si jamais ça vient un petit peu se taper contre des chasseurs de primes qui cherchent à se stuffer, ça a un petit effet qui se coule. C'est peut-être un peu cher pour une gestion clean de 3 ou moins, mais la carte est pas mauvaise. On peut en déduire du coup quelle sera la couleur support de Moff Gideon. On voit vert, noir. On imagine que sa base sera bleue pour qu'il puisse avoir accès à l'étalité calculée. Est-ce qu'on a des indications sur The Mandalorian? Oui, vu qu'il y a le Razor Crest ici qui lui est de couleur, du bon côté de la force. Hein. Donc on peut estimer que Mandalorian aura aussi une base bleue et donc sera jaune-bleu, jaune-bleu-blanc. Est-ce que je pense que ça va se battre pour les précommandes? Je pense que ça va se battre pour les précommandes de base parce que les gens, ils ont un peu eu le FOMO de la saison 1 où ils n'ont pas vu le jeu avoir le succès qu'il a eu et finalement, il y a eu des problèmes de quantité sur la VF. Donc oui, ça va se battre un peu pour les précommandes, je pense. Après, si jamais Star Wars Unlimited a eu le temps de redresser son volume de commandes, j'imagine qu'il y aura un peu plus de produits. En tout cas, c'est à peu près sûr que pour la série 3 et la série 4, ils auront le temps de corriger le tir et d'adapter l'offre à la demande.
Est-ce que ça va être le cas pour la série 2? Je ne sais pas. Deuxième carte dont on va parler, c'est le Razor Crest, qui est 3-4 pour 4, bleu et bon côté de la force. La carte a récupération 2, donc quand elle attaque, tu soignes de 2 dégâts ta base. Ça, déjà, c'est très bien. Et une fois que tu la joues, donc c'est quand elle arrive sur le champ de bataille, tu peux renvoyer dans ta main une amélioration de ta défausse. Oui, donc ça, c'est effectivement dans le deck de The Mandalorian. Donc ça te permettra de récupérer une amélioration tout en ayant un véhicule qui est plutôt de bonne facture. Il a 4 de défense pour 4 de coups de mana, entre guillemets. Il récupère 2. C'est pas si mal comme carte. C'est pas si mal du tout. On a ici le Dark Trooper de phase 3. 3-3 pour 3, couleur vert et côté obscur de la force. Il est sentinelle. Donc lui, sentinelle, ça veut dire qu'il protège ta base. Tu peux pas aller taper dans la base tant qu'il y a une unité sentinelle. Tu dois d'abord attaquer les unités sentinelles. Et quand des dégâts de combat sont infligés à cette unité, tu lui donnes un jeton expérience. Si elle survit aux dégâts. Oh, c'est marrant ça. C'est une carte qui va profiter du buff de Moff Gideon, parce qu'elle coûte 3 au moins. Donc en fait, elle sera 4-3 quand elle attaquera. Si jamais il est retourné, ça va te permettre de lui donner débordement, et donc du coup, en plus d'infliger des dégâts à la base de l'adversaire. Et si jamais il survit en attaquant une unité qui est plus petite que lui, eh ben, il va gagner des marqueurs +1/+1. Donc c'est une carte qui synergise parfaitement avec le plan de jeu aggro gestion de board de Moff Gideon. Ça a l'air d'être une des meilleures cartes du deck de Moff Gideon, ce Dark Trooper. Il est très stylé en plus, j'aime beaucoup. Très très sympa. Ici, on a Grogu, forcément, qui va synergiser avec The Mandalorian pour ceux qui connaissent la série. Même moi, j'ai pas regardé la série et je sais que les deux vont de pair. On a donc du coup Grogu qui coûte 2, qui est couleur jaune et bon côté de la force. Il coûte 0, enfin, il a 0 d'attaque et 5 de défense. Par contre, il a une action, tu peux l'incliner et il incline une unité ennemie. Et comme il a beaucoup de défense, c'est très dur de venir le tuer, de venir le chercher avec une autre unité. Donc il va te permettre, au même titre que The Mandalorian, d'incliner des unités, tout simplement. Donc il synergise bien. C'est quand même pas mal pour 2 d'avoir un personnage qui, tous les tours, va pouvoir incliner une unité de l'adversaire. C'est presque pour 2 mana, tant que tu as l'initiative, tu peux réduire à néant une unité. Et en plus de ça, c'est pas limité à une unité non leader. Donc cette carte-là, dans le plan de jeu The Mandalorian d'incliner des cartes, ça m'a l'air d'être vraiment très fort, Grogu. Si tu arrives à conserver l'initiative, tu peux même annuler le leader déployé de ton oppo tous les tours. C'est vachement fort. Pourquoi je dis qu'il faut avoir l'initiative? Parce que sinon ton oppo il peut commencer à attaquer avant toi. Et donc tu n'auras pas le temps d'utiliser la capacité de ton Grogu. Vachement fort, je trouve. Pas ce que vous en pensez, vous, les connaisseurs sur le chat. En tout cas, ça donne envie d'essayer. Ici, on a une carte pareille pour les chasseurs de primes, qui est seulement de couleur jaune, pas d'affinité particulière avec la force ou le côté obscur. L'unité attachée gagne prime. Vous redressez 2 ressources amies. Quand cette unité est éliminée ou capturée, son adversaire collecte sa prime. Oh, c'est très stylé. En gros, tu vas mettre cette amélioration sur une des cartes de ton adversaire. Et dès que cette carte va mourir, tu pourras donc du coup récolter sa prime et redresser donc du coup 2 ressources. Et ça synergise effectivement avec The Mandalorian, qui lui est un chasseur de primes, donc va chercher à récolter la prime, déclencher l'effet de la prime, mais surtout, ça va te permettre de trigger son effet qui dit que quand vous jouez une amélioration, ça ne dit pas que c'est forcément sur vos personnages, ça peut être sur les unités de l'adversaire, eh bien on va pouvoir engager des cartes de l'adversaire. Donc pareil, c'est une carte qui est en synergie avec The Mandalorian. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte qui vient pas du starter deck, mais qui est une carte commune qui sera dans le set de base. Donc ouais, ils mettent des nouvelles mécaniques. Et en plus, ce que j'adore moi dans Star Wars Unlimited, c'est ce pourquoi je trouve le jeu excellent et qui me fait rester sur le jeu, c'est la sensation de flavor, la sensation encore une fois de coller à l'univers dans tes parties. Et là, pour le coup, t'as ton chasseur de primes, il est là, il va mettre des primes sur les cartes les unités de ton adversaire pour ensuite essayer de les récolter. Il a son pote Grogu qui l'aide. Pareil, tu as la sensation de vivre un petit peu ce que l'univers de Star Wars est censé te faire vivre à la base quand tu regardes les séries. Et donc le flavor, cette sensation de gameplay, elle est encore une fois très très bonne dans ce que je vois pour le coup.
J'aime le fait qu'ils mettent en avant de nouvelles mécaniques. Ouais, c'est très très sympa. Il nous reste deux cartes à présenter. On a le croiseur léger de Gideon. Lui, il coûte 8 du côté obscur. Il est 7-8. Il a le débordement. Donc le débordement, hein, vous avez compris, s'il inflige des dégâts, il inflige l'excès à la base. Vu qu'il a 7 de patate, il risque de bien tabasser les bases. Et une fois joué, si vous contrôlez le MOV Gideon comme leader ou unité, ils disent unité parce que si jamais tu as déployé ton leader en unité, bah, il est plus leader. Donc ça veut dire que dans tous les cas, si tu le joues dans le deck Gideon, tu as ton effet qui se déclenche. Tu peux jouer gratuitement une unité noire qui coûte trop au moins de ta main ou de ta défausse. Waouh, ça a l'air vraiment fort ça. Ça a l'air fort, non? Pour 8, tu as un 7-8 qui déborde et qui en plus de ça te permet de rejouer une unité de 3 au moins. Les unités de 3 au moins, elles triggerent toutes avec MOV Gideon parce qu'elles seront buffées par son passif. Et en plus de ça, ça te permet juste de rejouer un Dark Trooper par exemple. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Pareil, c'est une carte de deck préconstruit. Est-ce qu'on aura envie de le jouer dans les decks obscurs méta? Je sais pas, mais en tout cas, ça a de bonnes stats. Ça va déployer 11 de mana pour 8 dépensés, tout en ayant un bon vaisseau dans les airs. Il lui manque peut-être quelques autres lignes de texte. Je ne sais pas à quel point c'est. J'ai beaucoup de mal pour l'instant, sur le début du jeu, à estimer la puissance des cartes. J'arrive à comprendre les synergies, dans quel deck elles veulent s'insérer, ce qu'elles veulent produire comme texture de game dans la partie. Mais par contre, savoir si c'est fort ou pas fort, bah là, j'ai pas encore assez de recul, j'ai pas encore assez d'expérience pour le dire. Typiquement, je comprends tout ce que veut faire le deck mandalorien. Je comprends qu'il va être soutenu par des cartes intéressantes comme Grogu. Mais vous dire si c'est puissant dans les faits, j'ai encore un petit peu de mal. J'ai encore un petit peu de mal à le dire, quoi. Pas fan des cartes qui demandent d'avoir en jeu une carte spécifique, mais si c'est avec ton commandant, ça passe. Bah, l'avantage du croiseur, c'est que dans tous les cas, dans le deck Gideon, ça fera son effet, quoi qu'il advienne. Donc plutôt sympa. Et dernière carte dont on a à parler, le fusil de Mandalorien, évidemment, hein, qui est, comme vous pouvez vous en douter, comment on appelle ça, une amélioration. Donc c'est ce genre de carte que tu vas attacher à tes personnages ou aux personnages adverses. Attaché à une unité amie non véhicule. Donc évidemment, tu peux pas donner un fusil à un véhicule, on respecte le flavor au maximum. Une fois joué, si l'unité attachée est le Mandalorian, il capture une unité ennemie non leader inclinée. Mettez la carte capturée face cachée sous lui jusqu'à ce qu'il quitte le jeu. Ok, trop bien. Donc en gros, c'est une amélioration qui donne +3/+0 à n'importe quelle unité. Mais si en plus de ça, tu peux déployer cette carte-là sur ton leader qui lui a été déployé en tant qu'unité, ou alors s'il y a une autre carte Mandalorian qui existe dans le jeu, et bien dans ce cas-là, en plus de ça, tu vas capturer, tel le chasseur de primes que tu es, la carte de ton adversaire. Alors il faudra qu'elle soit inclinée, mais c'est très facile de l'incliner, parce que tu as ton ami Grogu qui lui va te permettre de le faire. C'est vachement fort si jamais on a plusieurs Mandalorian, quoi. Plutôt pas mal. En tout cas, encore une fois, très flavor, le fait d'améliorer ton chasseur de primes et de capturer les cartes de l'oppo. C'est vraiment un cercle de l'oubli, hein, pour 3 manas, sauf que ton cercle de l'oubli, il buff une de tes cartes. Assez intéressant. J'ai l'impression que la mécanique chasseur de primes de The Mandalorian va être très très fun à jouer. Après, est-ce que ça va être puissant? Je sais pas trop. C'est tout pour les reveals qu'on a pour l'instant sur le chapitre 2. C'est déjà pas mal parce que on a un visuel qui nous laisse penser Dark Maul. On sait déjà plus ou moins dans quelle zone géographique et dans quelle timeline ça va se passer. On a accès aux deux mécaniques des deux decks préconstruits. C'était déjà plutôt sympa. Maintenant, moi, j'ai hâte de savoir quels seront les autres leaders, les leaders qui, eux, sortiront dans les sets, pour pouvoir me projeter et savoir quel showcase on va pouvoir collectionner. Et j'ai hâte de voir quels sont les autres cartes et staples qui vont être poussées, les autres mécaniques. Ça sent la showcase Grogu, Mando et Gideon bien stylés. Non, parce que dans le chapitre 1, ils n'ont pas fait de showcase des leaders de préconstruits. Donc je crois pas qu'on aura un showcase de Mandalorian et de Moff Gideon. Je pense qu'on aura des showcases d'autres héros qui sortiront directement dans le set. Par contre, pour Grogu, il peut peut-être être un leader effectivement implémenté dans le set. On verra, ouais. Il y a un leak de la première légendaire. Je l'ai vu aussi, Kubiak, mais je ne commande pas les leaks, tu le sais très bien. Les leaks, malheureusement, c'est la plupart du temps des médias, des créateurs de contenu qui ont des spoilers et qui donc du coup ont des dates pour annoncer leurs spoilers. Et quand tu commentes un leak, bah, tu voles la primeur entre guillemets d'un collègue, que ce soit un média ou un créateur de contenu, donc on ne commande pas les leaks. Je les vois, j'en parle avec mes amis en off, mais je les mets pas en avant dans mon contenu. Mais j'ai vu aussi
la première légendaire et qui aurait du sens euh, par rapport à tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. Mais on en reparlera quand elle sera révélée officiellement. Voilà. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu, que le chapitre 2, la série 2, oh là là, l'Orcada qui me hante. J'espère que la série 2 de Star Wars Unlimited vous hype. Moi, pour le coup, je suis pas mal hypé, même si on a vu quasiment que des cartes de préconstruits. En tout cas, l'univers a l'air vraiment très très sympa. J'ai hâte de pouvoir passer mes précommandes et de pouvoir vous proposer, vous présenter le set 2. En attendant, on va continuer à bien jouer et à proposer du contenu sur la série 1 parce que franchement, le jeu, il est dégaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là. Partagez dans l'espace commentaire, rejoignez-nous dans nos différents réseaux sociaux et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!